Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique pour inaugurer cette nouvelle saison 2018-2019. J'ai le plaisir de retrouver encore une fois Fabrice Ravel pour aborder une nouvelle thématique, la géopolitique, le retour. Alors bien sûr, le retour comme séance, mais aussi comme question, la question de la géopolitique dans les relations internationales. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait un exercice tout à fait original puisque nous continuons nos entretiens, mais il y a un public derrière nous puisque toutes nos premières années sont ici réunies en amphithéâtre dans les conditions du direct pour réaliser cet entretien. Et ce qui est intéressant, c'est que cette génération est née en 2000, soit un an avant le 11 septembre 2001, qui a structuré notre vision de la politique et de la géopolitique depuis. Alors, la première question, c'est est-ce que le 11 septembre marque une véritable césure dans notre perception des relations internationales, ou est-ce que ça serait l'évolution inattendue d'un événement antérieur que je vous laisse nommer? Alors c'est vrai que la question peut surprendre de prime abord, mais en fait, en cette période de septembre 2018, on est obligé de considérer que l'attentat qui s'est déroulé en septembre 2001 est plutôt un reflet, une illustration, qu'une véritable rupture. Et ça, c'est déjà une première surprise. La difficulté, c'est qu'effectivement, la plupart de nos étudiants ont une vingtaine d'années et que l'ensemble des événements qu'on va évoquer maintenant, pas tellement pour en faire une trace historique, mais pour justement comprendre l'évolution, en fait, la plupart de ces événements nécessitent une explication. Donc, il va falloir repartir sur la guerre froide, parce que la période clé, ce n'est pas le 11 septembre 2001, la période clé, c'est la guerre froide et la surprise que la fin de la guerre froide a entraînée. Alors, je vais essayer de m'expliquer assez rapidement sur cet aspect. En fait, il y a deux dates, je pense que nos étudiants ont appris au collège et au lycée, qui seraient le 9 novembre 1989 avec la chute du mur, qui serait le 25 décembre 1991 avec un discours assez célèbre de Mikhail Gorbatchev d'une dizaine de minutes, dans lequel il annonce, à la surprise de tout le monde d'ailleurs, que l'Union soviétique est morte, qu'il démissionne de son poste de premier secrétaire du Parti communiste, et donc de facto, on se retrouve devant une situation, c'est la fin de la guerre froide. C'est-à-dire que la logique qui a structuré les relations internationales de 1945 à 1991. Moi, je vous prie de croire qu'en cours, puisqu'on était étudiants avant vous, tous nos professeurs nous disaient qu'on aurait la guerre froide encore pendant des dizaines d'années. Et d'ailleurs, si vous m'y autorisez, je vais prendre un seul exemple. Les exemples seraient très très nombreux. Le Military Balance, c'est un document, c'est une étude qui est faite toujours aujourd'hui d'ailleurs par les services des affaires étrangères des États-Unis d'Amérique en collaboration avec la CIA, donc les services secrets américains. Le Military Balance est un document qui est censé, tous les débuts d'année, en janvier-février, faire une prospective et énoncer quels sont les événements à venir. Or, si vous prenez celui de janvier 1989, vous avez la surprise de voir que l'Union soviétique prévoit la construction d'une navette spatiale soviétique. Il faut garder les dessins, c'est collector. Il prévoit la mise en place d'une flotte océanique avec des porte-avions. Donc pour la première fois, les Russes seraient en capacité à rivaliser avec les Américains pour la maîtrise des mers. Il prévoit la mise en place d'hélicoptères à double rotor, d'avions qui seraient capables d'aller plus vite que les Boeing américains. Enfin, en gros, on a toute une logique ou une thématique qui consisterait à dire l'Union soviétique va être très urgente, la guerre froide est plus présente que jamais, et donc la rivalité sera plus présente que jamais. Et on est, Olivier, en janvier-février 89. Donc en fait, 7 mois après, on a tout qui s'écroule, et personne dans le monde, ni les politiques, ni les présidents, ni les chercheurs à Harvard ne l'ont anticipé. Donc on va se retrouver dans une situation où, par définition, on va se poser la question de savoir, mais que s'est-il passé? Et surtout, de façon beaucoup plus importante, quel va être l'avenir et comment faut-il lire les relations internationales? Et là, j'aimerais attirer votre attention sur un point qui me paraît essentiel pour nos jeunes étudiants aujourd'hui, c'est que cette grille de lecture, dans tous les principes qu'elle va développer, elle est encore très présente dans les esprits, même si on ira par la suite. Paradoxalement, elle s'est révélée totalement fausse. Personne n'a anticipé la chute du mur, à quelques exceptions près, mais ce n'est pas seulement la fin d'un régime, hein, c'est la fin d'une idéologie, ce qui a laissé un vide abyssal au niveau de la pensée et au niveau du cadre idéologique ou de la grille de lecture. Donc il y a des penseurs qui sont apparus ou qui se sont imposés suite à la fin de la guerre froide. Et je pense en premier à un auteur qui a été marquant dans les années 90, c'est Francis Fukuyama, qui a écrit un bouquin au titre significatif, La fin de l'histoire et le dernier homme. Le titre dit tout, c'est avec la chute de l'URSS,
l'histoire est terminée, les États-Unis ont définitivement, et le camp de l'Occident ont définitivement gagné? Oui, alors le point que vous soulevez est fondamental. Il y aurait évidemment plusieurs auteurs, mais Francis Fukuyama est la référence aujourd'hui, paradoxalement, même si lui-même a pris des distances par rapport à ce qu'il pensait pouvoir être en 1992. Alors, si vous me permettez, je vais rappeler très très rapidement les points clés de sa thématique, parce que c'est ces points clés de sa thématique qui vont amener à mettre en place des concepts qui sont familiers aux étudiants, comme la mondialisation et la globalisation. Alors je vais tenter de l'expliquer. En fait, Francis Fukuyama est philosophe de formation. C'est quelqu'un qui basait beaucoup ses théories sur un philosophe allemand, Hegel, et dans la continuité d'Hegel, il considère qu'à un moment, l'humanité aura fait toutes les expériences qu'il était possible de faire, et que donc l'histoire est terminée. Et là, Francis Fukuyama dit, la guerre froide est terminée, l'Union soviétique a disparu, on a vaincu le communisme, après avoir vaincu le nazisme et le fascisme, donc il dit, il n'y aura plus de guerre, parce que en réalité, maintenant, tout le monde est d'accord, il n'y a plus de division idéologique. Moi, je demande à mes étudiants de bien entendre ce qu'on est en train de dire, parce que dans les années 90, je me rappelle, il y a certaines écoles dans lesquelles je commençais à travailler qui me disaient les cours de géopolitique vont aller en disparaissant, d'où le titre d'aujourd'hui, parce qu'il n'y aura plus de guerre. Enfin, quand on se repositionne dans le contexte de 2018, c'est quand même assez étonnant que d'entendre ça. Donc en fait, Francis Fukuyama disait les guerres vont disparaître, war over, et tout le monde va adhérer à un système étatique ou civilisationnel identique. C'est-à-dire, l'Occident a gagné. Et il n'y aura plus qu'une compétition économique. Et quand on dit qu'il y en a encore des traces, quand vous avez la situation en Tunisie en janvier 2011, ce qui est assez étonnant dans les médias occidentaux, c'est qu'on parle du printemps arabe. Alors vous me permettrez peut-être de souligner qu'un printemps en janvier, c'est assez singulier, mais surtout que la Tunisie, ce n'est pas la civilisation arabe. Et en fait, ce concept a été amené par nos médias parce qu'il fait référence au printemps des peuples en Europe en 1848, et on voit bien qu'on a une grille de lecture qui est totalement accaparée par notre propre expérience ou notre propre civilisation. Donc en fait, Francis Fukuyama dit il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de divergence économique ou étatique, au fur et à mesure, tous les États vont se rapprocher des systèmes démocratiques occidentaux, et il y a beaucoup d'éléments qui sont consubstantiels à ce qu'on est en train de dire. Donc l'ONU va pouvoir fonctionner, il y aura un ordre mondial par la loi, et il y aura une mondialisation, une globalisation qui seront possibles, puisqu'on partagera tous les mêmes valeurs et les mêmes systèmes. Et donc les seuls conflits qui resteront sont des conflits avec quelques rares États voyous, the rogue states en américain, qui ne suivront pas les injonctions de l'ONU, et qu'on punira un peu comme un gendarme du monde. Et là, il y a un conflit qui est évidemment illustratif de nos propos. C'est la première guerre en Irak entre février 1990 et février 1991, dans laquelle il y a une coalition internationale de 40 États, s'il vous plaît. Et il faut rappeler qu'à l'époque, la Syrie, l'Égypte, la Jordanie sont alliés avec les États-Unis, ce qui paraît assez improbable aujourd'hui, pour faire la guerre à Saddam Hussein. Donc c'est vraiment une logique qu'a cherché à interpréter les faits, mais surtout, et c'est ça qui me paraît le plus important, qu'a perduré aujourd'hui, même si on va se rendre compte que très vite, elle s'est révélée fausse. Fukuyama écrit son bouquin, ou du moins le publie en 1992, et comme disait Lacan, le réel c'est ce qui cogne, les faits sont venus le démentir très très tôt, c'est-à-dire qu'on a une grille de lecture harmonieuse. Le monde va vers le système libéral, européen, occidental, américain, et il n'y aura plus de guerre. Et dès 1993, un conflit qui sera suivi d'autres conflits, qu'on a d'abord pensé isolément, tous ces conflits, je vous laisserai les rappeler, alors qu'en fait on voit qu'ils forment une constellation. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que ce qui est assez intéressant, il y a beaucoup de mots-clés, j'attire l'attention de nos étudiants dans votre question, c'est-à-dire qu'en fait, tous ces conflits, évidemment, sont parus isolément, sur des continents en plus différents. Donc, on a tellement voulu croire, puisque bien sûr l'idée était belle et généreuse dans les thèses de Francis Fukuyama, qu'on a presque été volontairement aveugle sur le fait que très tôt, les faits ont démenti ces thèses. Vous évoquez la Somalie en 1993, c'est peut-être une thématique qui peut être plus familière pour certains de nos étudiants qui seraient cinéphiles et qui connaîtraient la chute du Faucon Noir. Mais je rappelle brièvement les faits. On a justement des mafias locales qui sont en train de créer des guerres civiles, et donc les Américains interviennent. Mais en fait, quand ils envoient leur armée, on était presque plus dans une logique de démarche humanitaire que militaire. Et d'ailleurs, quand il y a eu la résistance a commencé à se mettre en place contre la présence américaine, les Américains étaient sidérés de voir qu'on leur résistait, alors qu'ils étaient censés amener concrètement des médicaments, des vivres, et donc ils n'ont pas du tout compris ce qui se passait. C'était la présidence Clinton, on était vraiment dans une phase angélique, et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une comparaison qui est assez intéressante à faire, c'est qu'en 1808, quand les Français sont rentrés en Espagne, ils prétendaient apporter la démocratie, la liberté, face bien sûr à des monarchies autocratiques.
Et la résistance espagnole s'est soulevée au nom de Vivas las cadenas, vive les chaînes. Donc la résurgence de la fierté nationale, et on préfère être soumis à un roi espagnol que d'être libéré par l'étranger. Ce qui sous-entend déjà, et on ne l'avait pas compris à l'époque, que la géopolitique était persistante et que la tradition se maintenait. Il y a un deuxième exemple qui est encore plus révélateur, malheureusement, c'est le Rwanda en 1995. Pourquoi cet exemple est-il révélateur? Parce que les forces de l'ONU ou les casques bleus étaient présentes au Rwanda. Alors je rappelle, sans vouloir trop rentrer dans les détails qui sont particulièrement accablants, qu'il y a eu 1 million de morts pratiquement en 12 mois, dans des conditions atroces. Les Hutus et les Tutsis se sont mutuellement massacrés, et l'ONU a non seulement été incapable de restaurer l'ordre, mais elle a même demandé à ses troupes, les casques bleus, de ne rien faire. Donc il a fallu que la France, sous un mandat particulier, prenne l'initiative d'aller au Rwanda. C'est donc bien une approche traditionnelle des relations internationales. Et ce qu'on reproche aujourd'hui aux Français, c'est pas tellement d'avoir été au Rwanda, mais c'est d'y avoir été trop tard. Et si vous me permettez de faire une collusion supplémentaire, ça explique en grande partie aussi la peur d'un président français en 2012 face à la situation libyenne, parce qu'on s'est dit, si on agit trop tard, on risque de se retrouver face à un massacre de l'ampleur du Rwanda. Et puis il y a un troisième exemple qui vient étayer nos propos et qui me paraît important parce que c'est sur le continent européen, et très souvent nos étudiants disent « oui, mais ça c'est des conflits un peu périphériques qui sont très éloignés de nous, et on a tendance à considérer qu'il n'y a pas eu de guerre en Europe depuis 1945 ». Mais il faut se rappeler la Yougoslavie. Et si aujourd'hui vous avez une Serbie, une Croatie, une Bosnie-Herzégovine, avec des tensions majeures encore entre ces peuples, 5 ans de guerre civile, avec des massacres qui ont amené, on va dire, des approches presque génocidaires, on voit bien que dès le départ, en fait, la grille de lecture, dont beaucoup, encore une fois, j'insiste, de nos concepts persistants aujourd'hui dépendent, s'est révélée très tôt erronée. Alors, parallèlement à Fukuyama, il y a une autre grille de lecture, peut-être plus opérante, on ne sait rien, on va le voir, qui s'est développée, c'est celle développée par Samuel Huntington, qui a délibérément pris le contre-pied de Fukuyama. Il y a quelque chose de pensé intellectuellement, professeur prestigieux aussi de Harvard, si je ne dis pas de bêtises, Absolument. Qui écrit en 1996 Le choc des civilisations, je vous laisserai développer la thèse dans quelques instants, qui a connu un immense succès suite aux événements, enfin suite au 11 septembre 2001. Cette grille de lecture s'est imposée à ce moment-là. Oui, alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'au départ, Samuel Huntington fait un article en 1993 dans lequel il dit « l'idée qu'on n'aurait plus jamais de guerre est totalement farfelue ». Donc il dit « moi, je pense que les guerres vont continuer et qu'elles vont même s'accroître », ce qui, rétrospectivement, est assez incroyable. C'est quand même une référence majeure. Quand on est professeur de géopolitique à Harvard, ça veut dire qu'on est quand même a priori censé savoir de quoi on parle. Il a été énormément critiqué parce qu'on a considéré que justement, il ne comprenait pas l'évolution. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'après le 11 septembre 2001, tous ceux qui le critiquaient ont fini par dire « il est génial parce qu'il a anticipé quelque chose qu'on n'avait pas vu ». Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on va y venir, il a à la fois raison, mais il y a une partie de son explication qui n'est quand même pas totalement satisfaisante. Alors je vais revenir, comme vous m'y incitez, sur les fondements de sa thématique. Samuel Huntington prétend que les conflits vont continuer, parce qu'il prétend que malgré le fait qu'apparemment il n'y aurait plus de divergence idéologique, puisque l'Union soviétique, le marxisme, le communisme se sont effondrés, ce qui engendre les guerres, c'est les différences culturelles et civilisationnelles. Et de son point de vue, elles vont être persistantes, ce qui va nécessairement amener la genèse de nouveaux conflits. Donc, dans un premier temps, on n'a pas cru en cette théorie. Et puis, dans un deuxième temps, face au 11 septembre 2001, tout le monde s'est mis à lire le Clash of Civilizations de Samuel Huntington, parce qu'on s'est dit, il est précurseur. Et ça a été une première grille de lecture sur une évolution des relations internationales dont on se rendait bien compte qu'elle prenait en fait un tournant totalement différent de ce à quoi on s'attendait. Seulement, je pense qu'il faut aller plus loin que cette grille de lecture-là. D'abord parce que on ne faut pas demander à nos étudiants d'être d'accord avec cette théorie. Il faut rappeler qu'il est quand même très très controversé, parce qu'il a quand même dit notamment qu'il y aurait forcément une guerre entre la civilisation occidentale et la civilisation musulmane. Donc c'est sûr que... Et ça, il l'a écrit il y a 20 ans. Donc c'est quand même assez radical comme approche, ou systémique, ou systématique. Et puis, il divise le monde en 8 civilisations. Alors là, on pourrait passer des heures sur l'opportunité de savoir quelle civilisation serait influente et surtout dans quelle civilisation on peut mettre tel ou tel pays. Parce que moi, je mets au défi, franchement, de savoir si l'Australie ou l'Afrique du Sud, notamment, sont plus occidentales ou plus liées au contexte géographique auquel elles appartiennent. Bref, il y avait quand même beaucoup d'éléments à nuancer. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en tout cas, il amenait une
une lecture différente de celle de Fukuyama. Il revenait à une lecture classique, même si paradoxalement, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, avec le recul, on peut aller plus loin dans cette relecture. Il y a aussi une distinction qui n'opère pas, ou du moins peut-être pas suffisamment, dans le monde musulman entre sunnisme et chiisme. Absolument. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui, ça fera l'objet de cours qu'on aura ensemble avec les premières années et les quatrièmes années. Il faut bien se garder de visions qui sont vraiment caricaturales. Parfois, en Occident, on a beaucoup de mal à faire la différence entre sunnisme, chiisme, il y a des confusions sur le salafisme. Enfin, ça paraît très compliqué, comme le fait Huntington, de dire il y a une civilisation musulmane, ou puisque vous me redonnez la parole à ce sujet, il y aurait une civilisation africaine, ce qui, évidemment, quand on reprend les grilles de fracture sur le continent africain, paraît quand même assez limité. Donc ça nécessite, à mon sens, une exploitation plus importante. Évidemment, il y a bon nombre de questions que nous abordons, que nous traitons, qui peuvent faire l'objet d'une séance particulière des rendez-vous de la géopolitique, donc nous ne pouvons pas tout épuiser en une seule séance. Là, ce qui nous préoccupe, c'est justement comment une nouvelle grille de lecture, ou comment, à un moment de l'histoire, il y a un bouleversement tel qu'il faut tout reconsidérer, notre logiciel n'est plus pertinent pour comprendre le monde, et vous pensez, on en a discuté, que c'est plutôt dans les conséquences de la guerre froide que ce logiciel doit être construit, et notamment sur la disparition des deux superpuissances qui vont structurer les relations internationales. Oui, c'est exactement ça. Alors, je crois que là, le paradoxe est immense, parce que, en fait, à la fin de la guerre froide, on a donc pensé qu'il n'y aurait plus jamais la guerre, parce que deux grandes puissances, dont je rappelle quand même à nos étudiants qui avaient la capacité de détruire 100 fois la planète, ce qui, rétrospectivement, laisse quand même un peu pantois, on a pensé que la fin de la guerre froide allait amener la paix, et finalement, on se rend compte que la fin de la guerre froide amène la guerre. Et là, je vais essayer de m'expliquer. En fait, on s'est rendu compte d'une chose, ça, je trouve que c'est assez passionnant en termes d'interprétation des relations internationales, c'est que notamment après la crise des missiles de Cuba au début des années 60, parce que justement les Américains et les Soviétiques se rendent compte qu'il ne peut pas y avoir de guerre entre eux. D'ailleurs, si vous me permettez, j'attire l'attention à l'ensemble des personnes qui sont présentes parmi nous sur le fait que quand on y réfléchit bien, il n'y a jamais eu d'affrontement entre Américains et Soviétiques entre 1945 et 1991. Ils ont toujours pris la précaution de ne pas s'affronter directement. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début des années 60, ils comprennent un certain nombre de choses que l'émergence des armes nucléaires ont bouleversé en la stratégie. Il ne peut plus y avoir entre deux grandes puissances un affrontement réel. Et avec la suite des événements, on comprend qu'il y a presque une sorte de jeu. C'est-à-dire que les Américains profitent des Soviétiques et les Soviétiques profitent des Américains. Je vais essayer d'être un peu plus clair. En fait, les deux superpuissances ont récupéré la guerre froide, non pas pour affronter l'adversaire, mais pour assurer leur hégémonie et leur légitimité sur leur propre camp. Quand le 11 septembre 1973, décidément il s'est passé des choses le 11 septembre, il y a eu un coup d'État au Chili, le général Pinochet donc fait tuer quand même le président démocratiquement élu Salvador Allende, et que tout le monde sait que les États-Unis sont derrière, les Soviétiques n'interviennent pas parce qu'ils considèrent que c'est la sphère naturelle des États-Unis. A contrario, quand il y a un coup d'État ou une révolution à Budapest en 1956 d'une part, ou à Prague en 1968, les Américains protestent officiellement, mais ils se gardent bien d'intervenir car ils considèrent que c'est la chasse gardée des Soviétiques. Donc tout se passe comme s'il y avait une sorte de modus vivendi entre les deux grandes superpuissances. Et d'ailleurs, pour aller plus loin dans notre raisonnement, le Pakistan était un allié des États-Unis, ce qui explique le paradoxe d'avoir le Pakistan allié des États-Unis encore aujourd'hui, malgré les événements depuis le 11 septembre 2001. L'Inde était donc alliée de l'Union soviétique, puis Israël était allié des États-Unis et les pays arabes étaient alliés de l'Union soviétique. Et la conséquence était très importante parce qu'à cause de la peur que ces conflits régionaux dégénèrent en conflit mondial, les Américains et les Soviétiques passaient beaucoup plus de temps à essayer de calmer les ardeurs de leurs alliés qu'à essayer de déclencher une guerre. Et ça, on s'en est rendu compte vraiment par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, la fin de la guerre froide a réveillé les guerres. Elle a réveillé, en fait, l'autonomie des nations. Elle a réveillé les résurgences des conflits tels qu'ils étaient gelés, si vous me permettez cette expression, puisqu'on est dans la guerre froide. Ce qui veut dire qu'en fait, on voit bien avec la succession de conflits, aujourd'hui en 2018, on est malheureusement bien obligé de dire Irak, Syrie, Cachemire, Sud-Soudan, Birmanie, Libye. Je ne voudrais pas être trop anxiogène pour nos jeunes apprentis, mais enfin, on est vraiment dans une situation où on n'a presque jamais eu autant de guerres. Ukraine, pardon. Et donc en fait, on se rend compte qu'avec la théorie de Fukuyama, on a pensé qu'on n'aurait plus jamais la guerre, que donc la mondialisation serait possible et que l'ONU pourrait fonctionner. Ce dont on se rend compte, c'est que c'est
le retour de la géopolitique au sens large, qui maintenant finit par avoir un primat sur l'économie, que les États sont plus présents qu'ils ne l'ont jamais été alors qu'on pensait qu'ils allaient disparaître en faveur des ONG, qu'en réalité il y a des sensibilités nationales exacerbées ou exaspérées, y compris en Europe, qui ont l'air de renaître de façon inattendue, que l'ONU montre qu'elle est totalement incapable de gérer les conflits, et que finalement on revient sur des logiques classiques qu'on qualifiera de réel politique. Et là, il y a vraiment un auteur qui, à mon sens, paradoxalement, a écrit le plus loin dans le temps. C'est Paul Kennedy avec un ouvrage célèbre, Naissance et déclin des grandes puissances. Et s'il y a bien un ouvrage qu'il fallait considérer aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait été écrit en 1987, peut-être parce qu'il a été écrit avant la fin de la guerre froide, justement, c'est Paul Kennedy. Et ça, je le conseille vivement à nos étudiants, parce qu'il explique que depuis 500 ans, la géopolitique, c'est un rapport de force. Et ça, c'est le terme clé, Olivier. Je crois qu'en Occident, aujourd'hui, on oublie cet aspect majeur. C'est un rapport de force. Et que tous les États qui veulent exister dans le monde, quelle que soit la noblesse de leur théorie, doivent avoir un minimum de puissance pour être entendus. C'est la fameuse théorie de Theodore Roosevelt, développée en 1906, de Big Stick. J'ai beau parler avec des amis, il faut que mes moyens soient très importants pour qu'ils veuillent bien avoir la volonté que de m'écouter. Et donc en fait, Paul Kennedy est très intéressant parce qu'il fait la remarque suivante, c'est toujours les mêmes logiques et les mêmes conséquences qui permettent à des nations d'émerger, d'être au sommet et malheureusement d'être en déclin, ce qui permet de rappeler d'ailleurs que les sociétés et les pays ne sont pas éternels. En guise de conclusion, je crois que ça permet de souligner le fait que la géopolitique est effectivement de retour. Mais si vous me permettez même 2 fois, d'abord parce qu'on a pensé qu'elle disparaîtrait, et on voit bien à l'aune des conflits que c'est loin d'être le cas, mais surtout elle réapparaît dans sa dimension la plus traditionnelle, la plus frictionnelle, la plus conflictuelle. On aura peut-être l'occasion d'y revenir cette année. Et donc quelque part, on pourrait peut-être se poser la question, paradoxalement, de savoir si ce n'est pas les États occidentaux aujourd'hui qui sont le moins prêts à ce retour de la géopolitique. Fabrice, je vous propose de nous arrêter sur cette question. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de cette nouvelle séance des rendez-vous de la géopolitique. Je remercie tout particulièrement les étudiants de première année qui ont assisté à cet enregistrement. Merci à toutes et merci à tous.